Hey, what's up? Nouveau décor pour une vidéo sur mon métier d'hôtesse de l'air. Je réponds aux questions qui me sont posées le plus fréquemment. Est-ce qu'à 40 ans, je peux être hôtesse de l'air? Est-ce qu'on peut allier vie familiale et vie professionnelle? Est-ce que je peux être hôtesse de l'air sans parler anglais? Voilà, toutes ces questions, j'y réponds maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis en escale et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous tourner cette vidéo dédiée à l'aérien, justement en escale. Donc, mon escale, là je suis à Paris, j'ai fait Paris-Fort-de-France, je suis restée un peu moins de 24 heures, juste la nuit. Ensuite, je suis revenue sur Paris, je suis arrivée ce matin, on a atterri à 6 heures. Et donc là, je suis en escale, je reste jusqu'à demain matin et demain, je pars à Punta Cana où là, je vais rester pareil, un peu moins de 24 heures et je vais rentrer sur Paris. Donc voilà un petit peu ma semaine dans ma compagnie. Cette vidéo, je vais la faire depuis un moment, mais c'est vrai, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, que j'avais décidé de mettre en stand-by un peu tout ce que je faisais autour de l'aérien. Sauf que je suis toujours hôtesse de l'air, sauf que j'ai encore toujours des questions qui me reviennent. Donc je me suis dit pourquoi arrêter, parce que finalement j'aime toujours ce que je fais. Et donc ce sera pas comme le format que je faisais avant, mais voilà, je ferai des petites vidéos dédiées avec des thématiques un peu générales et il y aura bien sûr des vlogs, il y aura surtout des vlogs et je profiterai de ces vlogs pour répondre à des questions. Donc ça va plutôt être ce format-là, ouais, des formats vlogs qui me correspondent plus, qui sont plus sympas à filmer et qui, je trouve, amènent un petit peu plus de trucs que du fast cam comme ça que je fais tout le temps. Donc voilà, je pense que les prochaines vidéos dédiées à mon métier se feront sous forme de vlog, notamment sur mes escales, qu'est-ce que je fais, comment je me prépare, des choses comme ça. Je sais que ça aussi, vous vous posez la question. Désolée, je suis encore malade. Mais bon, l'intro est assez longue, on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis hôtesse de l'air depuis 15 ans maintenant. Je suis même chef de cabine, donc je suis un step au-dessus. Et ce qui me donne une petite légitimité pour répondre à certaines questions. Et d'ailleurs, la première question qui revient très souvent, c'est quel est l'âge minimum pour être hôtesse de l'air? Alors, pour être PNC, quand je parle de PNC, je parle de steward et d'hôtesse de l'air. PNC, ça veut dire personnel navigant commercial. Il faut avoir en Europe 18 ans. Donc à 18 ans, vous pouvez postuler dans une compagnie aérienne, c'est aussi simple que ça. Deuxième question qui revient très souvent, alors je l'ai généralisé, est-ce que je peux devenir PNC à plus de 30 ans? En gros, la question qui revient souvent, c'est j'ai 40 ans, est-ce que je peux être hôtesse de l'air? J'ai 35 ans, est-ce que je peux être hôtesse de l'air? Des fois on dit même j'ai 25 ans, est-ce que je peux être hôtesse de l'air? Donc oui, vous pouvez à plus de 30 ans être hôtesse de l'air ou steward. Moi j'ai une collègue qui a postulé chez nous, elle avait plus de 40 ans et elle a été prise. Gardez en tête que votre âge, surtout quand vous passez la barre des 30 ans, que vous avez très probablement travaillé avant, c'est un plus. Quand vous prenez deux personnes qui postulent pour un poste, alors là ce n'est que mon avis, je ne suis pas RH, ce n'est que mon avis, mais je me mets à la place de la RH qui a en face d'elle deux personnes. Par exemple, quelqu'un qui sort de l'école, qui a 20 ans, et quelqu'un qui a eu une carrière pendant 10, 15 ans. Alors oui, effectivement, la personne qui sort de l'école, tout est bien frais, on peut la formater beaucoup plus facilement aux critères de la compagnie, mais derrière, on a tout à lui apprendre parce que cette personne n'a jamais travaillé. Alors que quelqu'un qui a déjà une expérience professionnelle, il y a énormément de choses qu'on va peut-être revoir, mais de manière très brève, parce que cette personne
Elle aura très certainement eu des managers, donc elle aura une conscience managériale, elle aura très certainement été en contact avec la clientèle, donc ça, ce sera plus facile à lui inculquer les valeurs de la compagnie par rapport à la clientèle, par rapport à ce qu'on veut véhiculer comme message. Donc votre âge avancé, pour moi, c'est en plus. Donc ne vous mettez pas de frein en vous disant « j'ai 30 ans, je ne pourrai jamais être prise dans une compagnie aérienne ». Ce n'est pas du tout vrai. Et comme je l'ai dit, j'ai une collègue qui avait plus de 40 ans qui a postulé et qui a été prise. Donc maintenant, oui, il y a certaines compagnies qui mettent des limites concernant l'âge, mais ce ne sont pas toutes les compagnies. Donc renseignez-vous et postulez dans les compagnies qui acceptent des personnes qui ont plus de 30 ans. Autre question qui revient souvent, quels sont les critères nécessaires pour devenir PNC? Alors, à mon sens, il y en a quelques-uns et on va parler aussi de qualité personnelle, mais de manière technique, il vous faut le CCA. Le CCA, c'est le diplôme européen qui va vous permettre justement de pratiquer votre métier dans les avions en France. Vous avez besoin d'un certificat d'aptitude physique et mentale qui est délivré par un médecin spécialisé dans l'aéronautique. Votre médecin traitant ne peut pas vous délivrer ce certificat parce qu'en fait, il y a toute une batterie de tests à faire pour vous délivrer ce certificat. Et il faut parler anglais. Alors, je vais m'arrêter sur ce point-là, parce que bon, les deux autres, l'autre c'est un examen, et l'autre c'est un... vous devez aller voir le docteur, donc là-dessus on ne peut pas faire grand-chose. L'anglais, je reçois beaucoup de questions, et j'ai préféré l'intégrer dans cette partie-là concernant les compétences. Je reçois énormément, mais énormément de questions concernant le niveau d'anglais. Et en fait, c'est vrai que ça me fait halluciner parce qu'on parle quand même d'un métier lié au tourisme qui va vous permettre de voyager très certainement à l'international. Et en fait, j'ai des personnes qui arrivent à m'écrire en me disant « Je ne parle pas anglais, je parle pas très bien anglais, est-ce que tu penses que je peux être hôtesse de l'air? Est-ce que tu penses que je peux être steward ?» Non. Soyons clairs en fait. Soyons clairs, si vous n'avez pas un niveau satisfaisant en anglais, vous ne serez pas pris. Il faut que vous ayez conscience que c'est un métier qui est plébiscité par un nombre incroyable de personnes. Il y a des milliers, mais vraiment des milliers de personnes qui souhaitent, des centaines de milliers même, qui souhaitent devenir hôtesse de l'air et ou steward. Et steward. Peut-être pas les deux en même temps. Et steward. Donc, les compagnies aériennes en France, là je parle vraiment que de la France, parce que vous pouvez aussi aller postuler ailleurs. Je parle des 3 grosses compagnies françaises. Elles ont un niveau d'excellence concernant ces PNC. Alors, on peut bien sûr avoir à en redire, voilà, mais globalement, le niveau est le même pour les 3 compagnies et c'est, à mon sens, un niveau d'excellence. Donc, quand une de ces 3 compagnies va recruter du personnel, elle va recruter les meilleurs. Et les meilleurs parleront clairement anglais. C'est pour ça que les compagnies d'ailleurs ont un minimum, au niveau des niveaux linguistiques, ont un minimum pour lesquels, si vous n'avez pas ce minimum-là, vous ne pouvez même pas postuler en fait. Et donc, oui, vous devez parler anglais. En même temps, en 2024, vous devez parler anglais. Voilà, c'est juste fou. Donc, dites-vous que ce sont les meilleurs qui seront pris, les meilleurs qui parleront une langue étrangère, les meilleurs au niveau de la présentation, les meilleurs au niveau de la diction. Si vous savez que vous n'êtes pas à l'aise quand vous parlez à des personnes que vous ne connaissez pas, travaillez ça, ça se travaille, il y a des cours, il y a énormément de tutos sur YouTube, travaillez votre diction, travaillez votre posture. Donc il y a énormément de choses à faire pour faire partie de cette élite. Et donnez-vous les moyens. Alors bien sûr, c'est pas évident, mais aujourd'hui, on retrouve énormément de ressources gratuites ou pas gratuites, mais qui vous permettent de vous améliorer. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai écrit un livre sur mon métier d'hôtesse de l'air. Il y a quelques années, ça s'appelle PNC aux portes, comment devenir hôtesse de l'air. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est de vous donner déjà
tous les tips, toutes les astuces pour vous préparer et puis aussi pour que vous compreniez très bien dans quel environnement vous allez atterrir. C'est un milieu qui est particulier, c'est pas comme si vous travailliez dans un bureau. Donc j'ai essayé de mettre toutes mes connaissances dans ce bouquin. Il y a des parties techniques, il y a des parties un petit peu moins techniques, mais globalement, tout ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est pour vous préparer à être PNC. Il y a aussi une partie où des collègues d'autres compagnies aériennes ont livré leur expérience pour que vous puissiez voir d'une compagnie à une autre comment ça se passe. Et voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter si vous avez véritablement envie de faire ce métier. L'avantage du livre, c'est que toutes les infos sont là, vous n'avez pas à passer des heures sur internet, mais je vous mettrai évidemment le lien en barre d'informations. Mais vraiment, dites-vous que ce sont les meilleurs qui seront recrutés. Cette vidéo est sponsorisée par Anglify. C'est un site avec lequel je travaille depuis quelques temps pour perfectionner mon anglais. Alors, vous devez vous dire, mais pourquoi elle est tout le temps en train de travailler son anglais ? Parce que déjà, c'est une langue, et qu'une langue, ça se travaille si on ne veut pas la perdre, et que j'ai un objectif, en fait, à atteindre, que je n'ai pas encore atteint, et je travaille pour ça. Et en fait, j'ai trouvé en Anglify, je vais y arriver, parce qu'en fait, le nom a changé, c'était pas ce nom-là, et j'ai l'autre nom dans la tête. J'ai trouvé dans cette boîte déjà des interlocuteurs avec qui on pouvait parler. Et ça, c'est cool, ça, c'est vraiment chouette. Et l'idée de ce site d'accompagnement, parce que c'est vraiment un site d'accompagnement, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, c'est de vous accompagner sur tous les aspects de la langue anglaise. C'est-à-dire que vous allez avoir un tuteur avec lequel déjà vous allez pouvoir parler. Une langue, pour l'apprendre, il faut la parler. Nous, en France, on est mauvais en anglais et dans toutes les langues d'ailleurs parce que la méthodologie à l'école, c'est de faire de la grammaire. Jamais personne n'a appris une langue en pratiquant de la grammaire. Bien sûr, c'est important, mais il faut parler. Donc, vous avez un tuteur avec lequel vous allez parler, mais vous allez avoir plusieurs thématiques. Ce qui est chouette, c'est que les thématiques, vous allez pouvoir les choisir ensemble en fonction soit de vos objectifs, soit de vos centres d'intérêt. Moi, par exemple, avec ma tutrice, avec laquelle je travaille déjà depuis un moment, on parle de sujets liés à mes objectifs professionnels, à mes objectifs personnels et à mon objectif lié à mon niveau d'anglais. Donc vous voyez, ça fait des discussions qui sont hyper enrichissantes sur des choses que j'aime et je trouve ça chouette finalement de parler de choses que j'aime, mais ce n'est pas que. On va parler principalement de choses que j'aime, mais ils vont aussi intégrer des notions dont vous allez avoir besoin au quotidien. Et ça va être amené notamment avec la grammaire et le vocabulaire. Ce que j'ai trouvé super chouette en travaillant avec eux, c'est qu'il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition pour justement étayer et soutenir ce travail qui sera fait avec le tuteur. Et ça peut être des sites où ils vont vous donner des liens, par exemple, pour des sites pour faire des exercices. Ça peut être des lectures, ça peut être des podcasts à écouter, ça peut être des séries à regarder. En fait, il y a tout un tas d'outils vraiment trop chouettes qui, de 1, vous permettent de ne pas vous ennuyer parce que vous ne faites pas tout le temps la même chose et qui, de 2, vont vous permettre de travailler plusieurs aspects. La lecture, l'oral, l'écriture aussi. Et ça, je trouve ça très chouette. Donc c'est vrai que là, justement, j'avais cours avec ma tutrice et on parlait de mon niveau et je me sens beaucoup plus à l'aise. On parle de choses un petit peu plus pointues et je trouve ça chouette. Alors bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, mais je trouve que ce principe avec un tuteur attitré qui justement peut suivre la progression et vous emmener dans une direction en fonction de ce que vous recherchez, c'est la façon la plus efficace de progresser, vraiment. Donc si vous avez envie de progresser en anglais, je vous mets toutes les infos en barre d'informations. Et vraiment, n'hésitez pas. Le lien, pour être transparente, le lien est affilié. Donc si vous vous abonnez, je gagnerai quelque chose. Mais je me dis que si pour vous, c'est important de progresser en anglais pour des raisons perso ou des raisons pro, comme devenir hôtesse de l'air ou steward, que je gagne un petit peu, c'est donnant-donnant. Voilà. Donc n'hésitez pas, le lien est juste là.
Autre question, comment préparer les entretiens d'embauche des compagnies aériennes? Alors déjà, toutes les compagnies n'ont pas le même process d'embauche. Maintenant, il y a certaines étapes qui reviennent globalement tout le temps. Vous avez par exemple le test d'anglais, ça revient globalement tout le temps. Vous avez l'entretien individuel et l'entretien de groupe. Alors d'abord c'est l'entretien de groupe et si vous le réussissez, vous passez ensuite l'entretien individuel. Donc ça ce sont généralement les process pour être PNC. Il y a des compagnies aériennes qui vont avoir des tests de culture générale. Voilà, tout dépend de la compagnie. Renseignez-vous quand vous postulez, si jamais vous êtes pris justement à ces sélections qui généralement durent une journée, voire 2, voire 3, ça dépend des compagnies là encore, mais renseignez-vous pour savoir ce qu'on va vous demander pour vous préparer au mieux. N'arrivez pas à la fleur au fusil en vous disant ça va le faire, je gère, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il y en a certains qui ont ce rêve d'intégrer des compagnies aériennes qui eux vont tout donner. Donc posez des questions et surtout quand vous passez ces entretiens, à mon sens, alors bien sûr ce n'est que mon avis, mais il y a certains prérequis à avoir. Là je ne reviens pas sur les compétences pour intégrer une compagnie aérienne, mais les prérequis ça va être d'être à l'heure, d'être parfaitement apprêté. Vos vêtements sont repassés, vos souliers sont cirés, vos ongles sont faits, que ce soit homme, femme, vos ongles sont faits et propres, votre barbe est bien taillée, vous êtes bien coiffé, vous sentez bon, vous avez mis du déodorant, je l'ai dit, vous arrivez à l'heure. Renseignez-vous sur la compagnie, sa flotte, elle a combien d'avions, quel type d'avion, quelles sont les destinations. Quelle est l'actualité de la compagnie pour laquelle vous postulez? Quelle est l'actualité de l'aérien à cette période? Donc vraiment, posez-vous plein de questions et cherchez. Cherchez toutes les infos qu'on serait susceptible de vous demander. Pour l'entretien individuel ou de groupe, on pourra peut-être vous poser des questions sur la flotte. Et c'est dommage de postuler dans une compagnie aérienne si vous savez même pas combien elle a d'avions, où elle va, quelles sont ses destinations, tout ça. Donc renseignez-vous, prenez le max d'informations. Peut-être qu'on vous posera pas du tout de questions sur ça. Moi, par exemple, il y a 15 ans, quand j'ai passé mes sélections, on m'a pas posé une seule question sur la compagnie, ni sur l'aérien. Ça a été que des questions de dev perso. Mais il y a des collègues qui sont arrivés récemment dans ma compagnie, on leur a posé des questions sur la compagnie. Voilà, donc vraiment, mettez toutes les chances de votre côté et soyez prêts le jour J. Quand vous serez là, regardez les gens autour de vous. N'hésitez pas à parler aux autres. Alors bien sûr, si vous êtes un peu timide, ça va être compliqué, mais dites-vous que si vous êtes timide et que vous voulez être PNC, ça va être très très compliqué. Donc ça peut être aussi un exercice d'aller voir les autres, savoir d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont déjà été PNC, voilà, leurs ambitions, tisser des liens. Parce que peut-être qu'il y a des membres du jury qui seront là en train de vous regarder, de vous observer, et ils verront que vous avez cette faculté à aller vers l'autre, vous avez cette faculté à parler facilement aux autres, et ça peut être un plus. Donc cette journée-là, ne négligez aucun détail, parce que tous les petits détails feront la différence. Le nerf de la guerre, le salaire. Quel est le salaire d'un PNC aujourd'hui? Alors, pour être totalement transparente, les salaires ont beaucoup baissé, mais ça depuis des années. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, on me disait déjà les salaires ont beaucoup baissé, et là encore, je regarde les salaires des nouveaux qui arrivent, et oui, ils ont encore baissé. Ce qui est quand même fou, parce que le coût de la vie augmente, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. N'empêche que quand vous débutez, là je vais parler globalement pour les compagnies françaises, j'ai pas les salaires pour les autres compagnies européennes, mais quand vous bossez pour les 3 grosses compagnies françaises, globalement, et là je vais donner une fourchette, vous débutez entre 1600 et 2000 euros net par mois, ce qui est pas rien, franchement c'est pas rien. Alors oui, les salaires ont baissé, mais on a quand même de bons salaires dans ce milieu. Moi aujourd'hui qui suis CC avec 15 ans d'ancienneté, j'ai un salaire de cadre. Donc c'est un milieu où on gagne bien sa vie. Maintenant, c'est pas un métier facile, c'est
À mon sens, c'est pas un métier alimentaire parce que ça demande physiquement, mentalement, et ça demande tellement que de toute façon, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne resterez pas, surtout sur le long courrier. Je parle principalement du long courrier parce que j'ai jamais fait de moyen courrier. Mais le long courrier, c'est un rythme qui est soutenu, on vole beaucoup. Et physiquement, mentalement, ça demande énormément. Donc oui, on gagne bien notre vie, mais derrière, on travaille beaucoup. Autre question super intéressante. Comment gérer le décalage horaire en escale? Alors, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, j'ai fait l'erreur de ne pas trop me reposer en escale et j'ai subi les premiers mois. Vraiment, j'ai subi, mais en même temps, c'est normal. C'était un nouveau boulot. Je partais en escale dans des pays que je ne connaissais pas. Je découvrais vraiment une façon de travailler qui était totalement différente de ce que j'avais connu avant. Donc ouais, quand on débute dans l'aérien, on profite un max et ça c'est normal, j'ai envie de vous dire. Franchement, je serai la dernière à vous dire non, faut pas profiter. Maintenant, la réalité est que l'escale, à la base, c'est fait pour vous reposer. Comme je viens de vous le dire, c'est un métier qui demande physiquement énormément. Et le décalage horaire, ça a un impact mais fou sur votre corps, sur votre mindset. Donc, même si vous profitez un petit peu de vos escales, surtout quand vous débutez, ne négligez surtout pas le sommeil. C'est hyper important. Dormez suffisamment quand vous êtes en escale. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir gérer le décalage horaire. Dormez suffisamment, limitez la consommation d'alcool et mangez équilibré. Ce sont des conseils bateaux, mais vraiment, dans l'aérien, ces conseils bateaux sont essentiels. Quand j'ai commencé, j'ai pris 10 kilos parce que je mangeais n'importe quoi, je mangeais à pas d'heure, parce que justement, des fois on travaille en heure de nuit, où je vais arriver à l'hôtel, pour mon corps, il est 2h du matin, mais je vais manger normal, alors que chez moi, 2h je dors. Donc voilà, mon corps était totalement déréglé. J'ai pris 10 kilos que j'ai reperdu, mais parce que je dormais pas assez, je buvais beaucoup d'alcool, et voilà. Donc vraiment, ce sont des conseils bateaux, mais qui sont hyper importants. Dormez, mangez, limitez l'alcool. Et derrière, bien sûr, profitez de vos escales, profitez de ces escales pour tisser le lien avec vos collègues. J'adore mon métier, notamment pour les escales, parce que c'est pendant les escales qu'on arrive à connaître les personnes avec lesquelles on travaille, et c'est un métier qu'on fait pour ça. Faut pas se mentir, on va pas se leurrer. C'est un métier qu'on fait pour ça, donc ouais, profitez de vos escales, mais ne négligez vraiment pas le sommeil. Chose importante, quand vous rentrez chez vous, vous avez une vie, vous avez une vie, mais il faut réussir à trouver en fait l'équilibre entre ok, je m'amuse en escale, mais quand je rentre, mes proches ont aussi besoin de moi. Et en fait, je sais que moi j'ai fait l'erreur au début de considérer que ouais, je m'éclate en escale, je suis fatiguée, donc vous devez comprendre que je sors du travail. Je sors du travail, mais j'ai quand même fait la fête et je me suis pas assez reposée, soyons honnêtes. Donc, à un moment, il va falloir trouver la balance entre faire comprendre à vos proches, vos amis, que votre métier demande physiquement et que des fois, vous n'allez pas être capable de venir parce que vous sortez de vol à 7h du matin et que être à un brunch à 10h, c'est compliqué. Mais derrière, faites l'effort aussi de vous dire, si vous voulez garder vos amis, si vous voulez garder une sérénité dans votre cocon familial, il va falloir faire des efforts. Et par exemple, peut-être rester moins longtemps dans une fête avec vos collègues pour vous reposer et demain, aller à la sortie de votre petit garçon ou de vous faire un resto avec votre chéri. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais ne négligez pas votre vie hors de l'avion, parce qu'on a tendance au début à le négliger parce qu'on ne se repose pas assez en escale. Nouvelle question, quelles sont les opportunités de carrière et de progression dans l'aérien? Alors, vous allez débuter. Alors ça, c'est pas une obligation, parce que par exemple, moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez débuter en étant PCB. PCB, c'est stagiaire, tout simplement. Donc quand vous êtes PCB, vous n'avez pas en charge tout ce qui est lié à la sécurité, parce que je vous le rappelle, une hôtesse de l'air, un steward, sa tâche principale, c'est la sécurité des passagers. On peut ne pas avoir de partie commerciale à proprement parler, c'est-à-dire servir des plateaux. Mais par contre, il faut que la sécurité soit au top. Donc, moi, ma tâche principale, c'est ça, c'est vraiment la sécurité. Et donc,
vous pouvez être PCB, mais vous n'aurez pas en charge cette partie-là. Vous n'aurez en charge que justement la partie commerciale. Donc vous commencez, vous êtes PCB. Ensuite, vous avez votre CCA et là, vous postulez pour être PNC. Une fois que vous êtes PNC, vous êtes en charge de la partie sécurité et commerciale. Ensuite, vous passez les sélections et vous devenez chef de cabine. Chef de cabine, alors ça dépend des compagnies. Pour ma compagnie, la chef de cabine est en charge de la partie commerciale du vol. Donc moi, mon briefing, quand je fais un briefing, je mets l'accent justement sur des objectifs commerciaux du vol, sur les spécificités commerciales du vol. Si par exemple on a des passagers qui ont commandé des repas spéciaux, des choses comme ça. Donc ça va être ça, moi, ma partie. Je peux parler de sécurité puisque à la base je suis aussi PNC, mais le gros de ce que je vais faire est lié à la partie commerciale. Ensuite, vous êtes CC, vous passez les sélections, vous devenez CCP. Donc CC, chef de cabine, vous passez les sélections, vous devenez chef de cabine principal. Le chef de cabine principal, c'est celui qui est à l'avant. Le chef de cabine, c'est celui qui est à l'arrière. Le chef de cabine principal, lui ou elle, va gérer la partie sécurité du vol. Donc tout ce qui est lié à la sécurité, ça peut être le matériel médical, le matériel de sécurité, les procédures de sécurité, s'il y a eu des mises à jour concernant de nouvelles procédures. Voilà, c'est vraiment l'accent. On va parler de s'il se passe quelque chose dans l'avion au niveau de la sécurité, comment on doit réagir, faire des mises en situation. Ça, c'est le job du chef de cabine principal. Évidemment, comme le chef de cabine, s'il le souhaite, il peut parler du commercial, mais le gros qu'il aura à faire, c'est la partie sécurité. Donc, PCB, PNC, chef de cabine principal. Ça, on est dans l'avion. Pour ces personnes-là, elles sont toutes dans l'avion. Ensuite, quand vous arrivez dans les bureaux, vous avez les instructeurs. Les instructeurs, généralement, ce sont des chefs de cabine principaux qui ont passé des sélections pour encadrer le corps PNC. Donc, les instructeurs vont être là pour donner un cadre justement à tout ce petit panel de PNC, CC, CCP, PCB. Et eux, ils vont travailler justement sur tout ce qui est procédure commerciale et de sécurité. Et généralement, c'est eux qui font les contrôles, c'est eux qui font tous les ans pour les compagnies françaises, on a une mise à jour, on va dire, sur quelques jours. C'est eux qui sont en charge de ça. Et voilà, en gros, ils font le gros de ce travail-là pour nous donner toutes les informations nécessaires pour faire notre travail dans les meilleures des conditions. Donc ça, ce sont les instructeurs. Et ensuite, vous avez le chef instructeur, le chef PNC, qui, lui, est la tête pensante de ce pôle PNC. Donc le chef PNC, c'est vraiment la personne qui est en lien étroit avec la direction et qui représente le pôle PNC. Donc je récapitule, PCB, PNC, chef de cabine principal, instructeur, chef PNC. Voilà, si vous voulez progresser dans l'aérien. Grosse question qui revient très souvent, comment concilier vie privée et vie professionnelle? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il faut vraiment que vous ayez cette balance entre votre travail et votre vie privée. Et la balance, elle va vraiment se faire dans la façon dont vous allez gérer vos escales, parce que ne nous leurrons pas, quand vous faites la fête en escale, quand vous dormez très peu, ça va se répercuter sur les jours, pendant lesquels vous serez chez vous. Donc vraiment, prenez le temps de vous reposer, c'est hyper important, ça va jouer pour beaucoup. Autre chose pour réussir à lier les deux, c'est communiquer. Communiquer sur ce que vous vivez. Expliquer à vos proches que votre métier est différent du leur. Quand eux font du 8-17 heures, ce qui est quand même une plage horaire qui est très importante, et là l'idée c'est pas de minimiser ce qu'ils font, il faut avoir conscience que quand tu fais du 9-17 heures, la fatigue ne sera pas la même que quand tu fais du 21h, 6h du matin. Et ça, c'est biologique en fait. Donc, on peut se raconter ce qu'on veut, c'est biologique. Les personnes qui travaillent de nuit ont un déficit de sommeil qui est juste incroyable. Et ne pas assez dormir, ça impacte le corps, ça impacte le cerveau, ça impacte la vie en général. Donc ça, il faut absolument que vos proches le comprennent. Donc oui, vous allez avoir besoin de plus de repos que
parce que vous ne faites pas du tout le même travail. Et par exemple, les médecins, les infirmières qui travaillent de nuit et tous les métiers, par exemple barman, j'étais barmaid, pardon, j'ai travaillé dans des bars le soir. Toutes ces personnes-là qui bossent le soir ont un déficit de sommeil et ont besoin de plus d'heures pour récupérer, même si en vrai on ne récupère jamais le sommeil perdu parce qu'en fait le déficit est trop grand, surtout qu'on travaille pendant des années dans ces milieux-là, mais on a vraiment besoin de sommeil, de repos quand on arrive. Donc peut-être que vous n'allez pas vous reposer, peut-être que vous allez vous reposer en escale, mais quand vous faites 24 heures, par exemple comme c'est mon cas, là j'ai fait 24 heures à Fort-de-France, j'ai juste été dîner avec des collègues et je suis rentrée. À 22h, j'étais dans mon lit, ce qui n'est pas tard, donc mes 22h, heure des Antilles, donc je sais même plus quelle heure il était pour mon corps. Donc j'ai pas fait la fête, mais derrière, aujourd'hui, ce matin, j'ai appelé Doudou en lui disant il est 9h du matin, j'ai atterri à 6h pourtant, mais j'étais au lit à 9h, et je lui ai dit bon il est 9h, je vais me coucher. Et comme il sait la fatigue que j'ai, il était pas là en mode non mais vas-y, t'exagères, t'es même pas à la maison, on peut encore parler. C'était non ok, repose-toi, je sais que tu viens de passer une nuit blanche, que t'es fatigué, repose-toi et appelle-moi quand tu te réveilles. Donc vraiment n'hésitez pas à expliquer à vos proches ce que vous vivez, comment vous le vivez, et si vous pouvez, emmenez-les avec vous en escale. Il n'y a pas meilleur moyen que de faire comprendre aux gens notre niveau de fatigue que de les emmener avec nous. Et c'est vrai qu'il y a énormément de collègues qui font ça, et au début, surtout dans des relations naissantes, quand on emmène le ou la chérie en escale, qu'on reste pas longtemps, ou même qu'on reste, on va dire 48 heures, on reste 48 heures en escale, on l'emmène, le retour pour eux, pour les compagnons, est hyper difficile parce que eux en plus n'ont pas l'habitude, le corps s'habitue à la fatigue, le corps s'habitue, mais quand on n'a pas l'habitude, le décalage horaire est juste incroyablement dur à gérer. Donc si vous avez cette possibilité, emmenez-les pour qu'ils puissent comprendre physiquement ce que vous vivez, et je pense qu'après tout se passera bien. Autre question que j'ai trouvée super chouette, comment est la vie quotidienne d'une hôtesse? Alors, mes plannings ne sont jamais les mêmes d'un mois à l'autre. En 15 ans, je n'ai jamais eu 2 mois où j'avais un copier-coller de planning. Bien sûr, on a les mêmes destinations qui reviennent, mais c'est genre je pars pas tous les premiers du mois à telle destination. Donc, j'ai pas un quotidien copier-coller tous les mois. J'ai une routine que je m'impose quand je suis chez moi, parce que sinon je me laisse submerger par la fatigue et ça j'ai pas envie. Et je trouve que moi, avec mon rythme et le rythme que j'ai envie d'avoir, il faut que je mette en place ma routine dès que je rentre de vol. Donc en fait, moi, ma routine, quand je ne travaille pas, le lendemain de mon vol, quand j'arrive chez moi, donc j'arrive généralement chez moi en fin d'après-midi, début de soirée, donc ça va être douche, dîner, dodo. Voilà, ça c'est le premier soir, je ne fais rien parce que de toute façon je suis fatiguée. Le lendemain je vais dormir un petit peu plus longtemps, mais pas trop. C'est vraiment dernier carat, je suis debout à 8h30, 9h grand max. Je mets un réveil parce que sinon je subis la journée. Donc ça c'est le premier jour après mon retour. Et après je vaque à mes occupations. Par contre le jour d'après, je suis debout à 6h. Fatigue, pas fatigue, je suis debout à 6h, quitte à faire une petite sieste pendant la journée, mais en tout cas, je m'impose de me réveiller à 6h, et ça, je fais ça jusqu'à mon vol d'après. Ça, c'est ma routine. En escale, ma routine est différente. En escale, je vais aux Antilles, ce qui fait que mon corps subit le décalage horaire. Donc, même si je mets un réveil, en fait, aux Antilles, généralement, je mets un réveil vers 9h, je ne me réveille quasiment jamais à 9h. 9h, je suis debout à 6h du matin. Donc je me réveille à 6h du matin. Je vais faire du sport ou pas, ça dépend. Franchement, en escale, c'est en fonction du ressenti. Donc je vais peut-être faire une séance de sport avant de manger. Généralement, le sport, c'est avant de manger. Soit je fais avant de manger, ou soit je ne fais pas du tout. Donc le sport, c'est vraiment quand j'en ai envie. Des fois aussi, ça va être un bain de mer très tôt le matin parce que c'est génial pour le corps. Mais c'est vrai qu'en escale, je ne m'oblige à rien. C'est vraiment en fonction de ma fatigue. Ensuite, petit-déj. Et après, soit ça va être plage, soit ça va être piscine, soit je vais aller voir des amis, déjeuner avec des amis. Franchement, ma routine en escale, c'est écoute ton corps,
et vas-y tranquille, parce que ben, t'as un vol à faire en retour pour rentrer chez toi. Donc c'est vraiment ça, c'est tranquille, je fais ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire, et je me mets pas de pression, parce que ben, je suis pas là pour ça. Là je suis en escale, je dois me reposer, et globalement à 95%, en escale, je me repose. Alors je ne dors quasiment jamais. En 15 ans, je pourrais compter le nombre de fois où avant un vol, j'ai dormi, j'y arrive pas. Donc ça va être soit lire, soit travailler sur mes réseaux sociaux, ou aller à la plage ou à la piscine comme je vous ai dit. Mais ma routine, ça va être vraiment à la maison. Et voilà, c'est ma façon de gérer les choses. Très certainement, si on pose la question à quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Moi j'ai des collègues qui, par exemple, le lendemain de leur vol, des fois elles sont debout à 13h et elles le vivent très bien, et c'est ok, chacun a son rythme. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de se dire ok, moi, de quoi ai-je besoin, comment je vois les choses, comment j'ai envie de gérer les choses, et de les faire en fonction de vous et pas des autres. C'est vraiment ça qui est important. Encore une fois, maximisez au mieux votre sommeil, faites du sport si vous pouvez, en tout cas une activité physique, ce sera vraiment positif et vous allez me remercier, peu importe l'activité physique, mais ayez une activité physique, mais reposez-vous. Je sais que je le dis beaucoup, mais ça a été une grosse erreur à mes débuts, et si je peux vous épargner ça, vraiment, c'est cadeau. Dernière question de cette FAQ. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir hôtesse de l'air? Alors, ça va un petit peu résumer tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, partez du principe que vous n'êtes pas seul à vouloir faire ce métier. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont envie de devenir PNC. Les compagnies aériennes, là je parle pas des compagnies low cost, je parle vraiment des grosses compagnies, elles ne prendront que les meilleurs. Donc, si vous voulez véritablement faire ce boulot, donnez-vous les moyens. Aujourd'hui, vous avez tout un panel, un nombre incalculable d'outils sur internet, qu'ils soient payants ou gratuits, pour vous aider dans cette direction-là. Et comme je vous l'ai dit, l'élocution, ça se travaille. C'est pas obligé que vous ayez déjà ces appétences, mais si vous ne les avez pas, travaillez-les. Travaillez votre élocution, travaillez votre anglais. Si vous parlez une autre langue, ce sera toujours mieux. On prendra très certainement quelqu'un qui parlera peut-être un tout petit peu moins bien anglais, mais si la personne elle parle aussi espagnol, c'est toujours un plus. Donc si vous parlez une autre langue, c'est chouette, vraiment. Et n'oubliez pas que c'est un travail d'équipe. Sauf si vous faites si vous êtes hôtesse de l'air ou stew sur des vols privés et que vous êtes seul, normalement vous allez travailler en équipe, et ça faut le garder en tête. Donc quand vous travaillez en équipe, quelles sont les qualités à avoir? Quelles sont les qualités aussi à avoir quand vous êtes dans un avion au contact d'en moyenne 200, 300, 400 passagers? Pour moi, il y a certaines qualités qui sont quand même importantes à avoir dans ce milieu. S'adapter rapidement, s'adapter très rapidement, être bienveillant, être ouvert d'esprit, être curieux, curieux des autres, curieux de l'actualité, voilà. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a très certainement d'autres qualités. D'ailleurs, dites-les moi si vous êtes PNC. Pour vous, quelles sont les qualités importantes dans ce métier? Le respect de l'autre. C'est hyper important, le respect de l'autre. Vous allez travailler avec plein de collègues qui vont changer à chaque fois. Vous allez avoir des clients par centaines, donc il faut avoir ce respect de l'autre, de l'humain, c'est hyper important. Et il faut aimer l'aérien, il faut aimer ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est particulier. Si pour vous, le métier de steward et d'hôtesse de l'air, c'est uniquement être dans des hôtels 5 étoiles, et que vous mettez de côté ce qui se passe dans l'avion, vous ne ferez pas long feu. Je vous le dis, vous ne ferez pas long feu, parce que c'est pas ça le métier. Les hôtels et tout ce qu'il y a à côté, c'est un plus, et c'est pour ça qu'on le fait aussi. Mais derrière, on a conscience de ce que ça demande, et ça demande physiquement, émotionnellement, mentalement. Quand je dis émotionnellement, il y a des fois où vous ne serez pas là pour de grands moments,
parce que peut-être qu'on ne vous a pas accordé vos vacances ou les repos que vous aviez demandé. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Pour la petite histoire, par exemple, là, j'ai dû demander et relancer pour être sûre d'être là pour l'anniversaire de mon mari. Parce que j'aurais pu ne pas être là. Donc, c'est pas grave, c'est un anniversaire et ça se fête. On aurait pu marquer le coup avant, après. Mais voilà, là, c'est mon mari, mais ça peut être vos enfants. Vous pouvez ne pas être là pour un moment important pour vos enfants. Donc, dites-vous que voilà, c'est un milieu qui demande beaucoup, mais que ça reste un beau métier. Franchement, ça reste un beau métier qui est bien payé et dans lequel vous pouvez vous épanouir, vraiment. Donc, si vous avez envie de faire ça, renseignez-vous, soyez curieux, posez des questions, regardez tout ce que vous pouvez sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'hôtesses de l'air, de stewards qui créent du contenu. Allez regarder ce qu'ils font. Ne regardez pas uniquement ce qui vous plaît concernant votre compagnie, la compagnie pour laquelle vous avez envie de postuler. Regardez tout ce qu'on poste sur toutes les compagnies, il y en a plein, donc regardez tout pour avoir une idée justement de cet environnement dans lequel on évolue et ça va vous former. Franchement, ce sera formateur. Soyez curieux, c'est hyper important. Donc voilà les conseils que je pourrais donner. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Le livre que j'ai écrit sert aussi à ça. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'informations et que vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures à faire des recherches. Le lien est en barre d'infos.